présent, je suis Fatima Hous, médecin interne au CHP médical. Alors, je tiens à vous remercier énormément d'être avec moi aujourd'hui et je tiens à remercier principalement donc Dr Badilini Broua donc d'avoir organisé cette réunion et les autres réunions précédentes. Donc, sans trop m'attarder, je vais présenter la présentation tout de suite. Est-ce que vous arrivez à m'entendre? D'accord. Alors, voilà. Donc, on commence. Donc, tout d'abord, la conduite à tenir initiale devant tout patient qui se présente chez vous aux urgences, c'est quoi? Alors, tout d'abord, la première des choses, c'est qu'il faut s'assurer, est-ce que le patient, il est stable ou instable? Donc, il faut répondre à cette question. C'est la première des choses à faire. Généralement, on a ce moyen mnémotechnique, FMM, qu'on utilise souvent. Donc, fonction vitale, mise en condition et monitorage. C'est-à-dire, alors les fonctions vitales, bien sûr, il faut évaluer 3 fonctions principalement, la fonction respiratoire, hémodynamique et neurologique. Alors, la fonction respiratoire, principalement la fonction de la... J'entends du bruit, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que vous pouvez désactiver le micro? Voilà, très bien. Donc, fonction respiratoire, principalement la fréquence respiratoire, la saturation d'oxygène, voir est-ce qu'il y a cyanose ou pas qui témoigne d'une hypoxémie, l'auscultation pleuropulmonaire, donc à la recherche des râles crépitants sibilants, et rechercher principalement les signes de lutte respiratoire qui témoignent d'une détresse respiratoire, battement des ailes du nez chez les nourrissons, donc la respiration paradoxale, etc., etc. Donc, la fonction tirage, etc., susterna, par exemple. Alors, la fonction hémodynamique, principalement, on évalue la pression artérielle et la fréquence cardiaque à la recherche des signes de choc. L'auscultation cardiaque, les signes d'hypoperfusion, principalement la pâleur cutanée muqueuse, les marbrures, l'oligurie, quoiqu'il est tardif, et la froideur des extrémités qui témoignent d'une hypoperfusion périphérique. Signes de choc. Bien sûr, la fonction neurologique, principalement, la première des choses, il faut évaluer le score de Glasgow et il faut voir les pupilles, la taille des pupilles, la symétrie, la réactivité, est-ce qu'il y a une mydriase, anisocorie, quoi que ce soit, le déficit neurologique, est-ce qu'il y a un déficit moteur ou déficit sensitif, rechercher est-ce qu'il y a les convulsions. Bien sûr, toujours, il faut mesurer le dextro, donc la glycémie capillaire, c'est systématique principalement chez un patient qui se présente pour des troubles de conscience, et on peut faire l'hémocu si on se dispose de cet appareil qui permet la mesure d'hémoglobine. Bien sûr, si vous avez un patient qui se présente pour une pâleur, donc vous pouvez mesurer instantanément l'hémoglobine dans le sang et il va vous donner le chiffre. Et bien sûr, il faut mesurer la température parce qu'il faut savoir que l'hypothermie seule, elle peut donc donner un état de coma. Voilà, donc le monitorage, électrocardioscope, bien sûr, et la pression artérielle non invasive qu'on connaît tous, et la saturation d'oxygène. Et par la suite, vous avez donc la mise en condition du patient. Donc, vous avez principalement, la première des choses, il faut s'assurer de la libération des voies aériennes supérieures. Donc, vous avez, comme vous voyez ici, la canule de Guedel. Donc, c'est quoi en fait? C'est un dispositif que principalement les urgentistes ils présentent. Donc, c'est un dispositif qui permet de libérer les voies aériennes supérieures. Comment? Donc, en maintenant la langue vers le bas. Comme ça, donc, il va éviter que la langue donc, vienne se plaquer contre le pharynx et donc, il va éviter une asphyxie. Donc, principalement, on l'utilise chez un patient qui se présente pour trouble de conscience, donc c'est chez un sujet inconscient ou bien un patient qui présente des convulsions pour qu'il ne mord pas sa langue. Bien sûr, vous avez la règle de 4V, donc principalement, il faut toujours une voie veineuse. Dès que le patient s'installe, bien sûr, il faut mettre une voie veineuse, une ou deux périphériques selon la stabilité hémodynamique. Bien sûr, si vous avez un choc hémorragique, il faut mettre 2 voies veineuses périphériques. Voie à oxygène, bien sûr, l'oxygénothérapie, si vous avez une saturation oxygène inférieure à 95, soit lunettes, masque ou bien ventilation non invasive ou bien une intubation. La voie à estomac, c'est-à-dire une sonde nasogastrique, principalement si vous avez des vomissements, sauf si traumatisme crânien. Donc, c'est contre-indiqué de mettre une sonde nasogastrique chez un sujet qui se présente pour trauma crânien parce que vous risquez d'entraîner il risque de migrer, donc vous risquez d'aggraver l'état de votre patient. Généralement, on met une sonde orogastrique. Et la voie AVC, bien sûr, si vous avez un état de choc, pour surveiller la diurèse, pour voir est-ce que vous êtes efficace sur le plan thérapeutique, ou bien si le patient, donc, il vient pour impossibilité d'uriner, bien sûr, vous mettez une sonde urinaire. Voilà, donc on a d'autres choses, par exemple la position. Alors, la position demi-assise pour toute personne qui se présente pour une détresse respiratoire. Il faut le mettre en position demi-assise, il le soulage énormément. La position de Trendelenburg, comme vous voyez ici dans cette image, donc lorsque vous avez un état de choc,
principalement hypovolémique. Donc, vous surélevez les jambes et ça permet, il favorise donc le retour veineux. Donc, il améliore la perfusion tissulaire. La tête surélevée à 30 degrés lorsque vous avez une agression neurologique aiguë. Par exemple, un AVC ischémique. Décubitus dorsal strict, lorsque vous avez bien sûr un patient qui se présente pour un traumatisme du rachis, c'est contre-indiqué de le mobiliser bien sûr, et vous devez le mettre en décubitus dorsal strict. Et la position latérale de sécurité, c'est le patient, donc il est inconscient bien sûr pour éviter le syndrome de Mendelssohn, c'est-à-dire l'inhalation du liquide gastrique. Et bien sûr, vous pouvez immobiliser votre patient s'il présente un traumatisme, bien sûr, traumatisme du rachis, traumatisme crânien par minerve ou bien pansement à thème. Alors, le traitement adjuvant, généralement, on le regroupe dans les 6A, c'est-à-dire apport hydroélectrolytique, transfusion, si bien sûr le patient a des chiffres de l'hémoglobine basse, bien sûr dans le cadre d'un choc, analgésie, sédation, l'antibiothérapie s'il y a un syndrome infectieux, anti-ulcère de stress, l'anticoagulation à base d'HBPM, bien sûr, si on a un contexte d'alitement prolongé, et autres, bien sûr, les anticonvulsivants si vous avez des convulsions, l'antidote si vous suspectez donc une intoxication, et le nursing, bien sûr, kiné ou matelas anti-SK. Alors, maintenant, on passe tout de suite donc, au thème surprise. Alors, autrefois, on avait vu la première séance, on avait vu la dyspnée. Donc, 4 thèmes, l'OAP, exacerbation d'asthme, choc anaphylactique et embolie pulmonaire. Et dans la deuxième partie, donc, on s'est principalement focalisé sur la douleur, principalement syndrome coronarien aigu, colique néphrétique, ulcère gastro-duodénal, grossesse extra-utérine. Alors, et bien sûr, aujourd'hui, donc, on va voir les troubles de conscience. Alors, troubles de conscience, et on va faire donc 3 cas cliniques ensemble. Alors, comme rappel, bien sûr, pour les gens qui n'étaient pas avec nous l'autre fois, alors lorsqu'on a parlé de syndrome coronarien aigu ST+, on a dit que le diagnostic positif il se base principalement sur la clinique et le CG. Donc, vous n'avez pas besoin d'autres examens complémentaires pour poser le diagnostic. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est une grande urgence. Vous avez cette notion de golden hour, c'est-à-dire on dit le temps, c'est le muscle. Et donc, vous avez 120 minutes pour agir. Chaque minute perdue, vous allez perdre plus de muscle. C'est-à-dire vous allez perdre donc une fonction cardiaque. Et donc, elle est mise en jeu. Donc, vous avez 120 minutes pour mettre votre patient dans la salle de cathé. Voilà. Donc, le premier red flag dont on a parlé, bien sûr, on a parlé des douleurs atypiques. Il faut faire attention. Un patient qui se présente pour donc des épigastralgies, des douleurs abdominales, chez un patient qui a des facteurs de risque cardiovasculaire, principalement l'acheté diabète, il faut faire attention. Vous avez un patient qui se présente pour douleurs atypiques, qui est localisé au niveau de l'épaule gauche ou bien au niveau du dos, il faut faire attention, au niveau de la mâchoire aussi. Vous avez des symptômes d'indigestion, il faut faire attention, il ne faut pas passer à côté d'un infarctus du myocarde donc inférieur, principalement s'il se présente avec des symptômes vagaux de type nausée, vomissement. Le moindre doute, il faut faire un ECG. Alors, deuxième red flag dont on a parlé, c'est le bloc de branche gauche récent, avec une symptomatologie clinique évocatrice, donc c'est-à-dire vous avez une douleur angineuse. C'est évocateur donc d'un syndrome coronarien aigu ST+. Et vous avez troisième red flag dont on a parlé. Donc, si vous avez un sous-décalage isolé au niveau de V1 à V3, donc il faut compléter par les dérivations postérieures pour éliminer un infarctus postérieur. Parce que vous allez retrouver les sous-décalages dans les dérivations postérieures V7 jusqu'à V9. Alors, le deuxième rappel, donc, c'est concernant le colique néphrétique. On a dit qu'avant de retenir le diagnostic de colique néphrétique, c'est-à-dire vous avez la symptomatologie typique, vous avez donc des lombalgies qui irradient vers les membres. Pardonnez-moi juste une minute. Donc, pardonnez-moi, colique néphrétique, on a dit qu'avant de retenir le diagnostic de colique néphrétique, c'est-à-dire lorsque le patient se présente pour une lombalgie unilatérale qui peut irradier vers les organes génitaux externes, donc suivant le trajet de l'urtère, sans position ontagique, peut être accompagné des symptômes digestifs type nausée, vomissement. Vous pouvez avoir carrément la constipation par uréus réflexe. Avant de retenir ça, il faut toujours avoir en tête les principaux diagnostics différenciés qui peuvent engager le pronostic vital. Principalement fissuration de l'anévrisme de l'aorte abdominale chez un patient polyvasculaire ou bien une grossesse extra-utérine chez une femme en âge de procréer. Donc, il faut toujours penser à ça. Et bien sûr, il faut éliminer torsion des organes génitaux externes, principalement torsion du testicule chez un enfant ou bien adolescent ou torsion carrément de l'ovaire chez une femme en âge de procréer. Voilà.
Et bien sûr, après avoir retenu le diagnostic positif, il faut rechercher les signes de gravité, principalement la fièvre, l'anurie, il faut y penser toujours. Si vous avez fièvre, donc il faut évoquer plutôt une pyélonéphrite aiguë. Si vous avez une anurie, attention, donc vous avez une insuffisance rénale aiguë, donc il faut toujours rechercher les signes de gravité parce que la prise en charge diffère. Voilà, on a parlé par la suite donc, des épigastralgies, donc l'ulcère gastro-duodénal. Il faut savoir, il faut toujours avoir en tête l'infarctus du myocarde inférieur, comme je vous ai dit, devant des épigastralgies. Et donc, il faut avoir la main facile à l'ECG. Et avant de faire une fibroscopie gastro-duodénale devant l'ulcère gastro-duodénal, il faut rechercher l'examen clinique, une défense abdominale ou bien une matité donc, qui signe d'une péritonite. Pardon. Donc, il faut demander systématiquement à l'ASP à la recherche d'un pneumopériton qui est un croissant gazeux. Voilà, à ce moment-là, donc ça contre-indique carrément la fibroscopie. Et devant toute ulcère gastrique, bien sûr, à la fibroscopie, il faut toujours réaliser des biopsies afin d'éliminer l'origine néoplasique parce qu'il faut savoir qu'un cancer gastrique, il peut miner un ulcère. Donc, il faut toujours avoir ça en tête et faire des biopsies pour éliminer l'origine néoplasique. Et bien sûr, on a parlé du grossesse extra-utérine. Donc, il faut toujours évoquer le diagnostic de grossesse extra-utérine chez une femme en âge de procréer qui se présente pour une douleur abdominale aiguë, que ce soit une douleur pelvienne, une douleur au niveau de la fosse iliaque droite, une douleur périombilicaire, donc il faut toujours l'évoquer, ou bien lorsqu'elle présente pour des métrorragies. Non, généralement, les métrorragies sont minimes noirâtres, mais ce n'est pas toujours le cas, ou bien lorsque vous avez des retards des règles. Donc, il faut avoir la main facile au bêta-HCG plasmatique et par la suite demander une échographie pelvienne. Maintenant, on passe donc au vif de sujet, ce sont les troubles de conscience. Alors, donc le premier cas clinique. Alors, vous avez M. Hicham, 22 ans, étudiant à la fac, admis aux urgences par le SAMU à 10h30 pour des troubles de conscience. L'interrogatoire de son ami, donc il vous dit qu'il présente un diabète insulinédépendant dépendant depuis l'âge de 5 ans, hospitalisé l'année dernière pour décompensation du diabète, recours aux urgences pour déséquilibre glycémique, pas de retard dans le cursus scolaire, il n'est pas fumeur, ni autres habitudes toxiques. Donc, la symptomatologie est apparue 1 heure auparavant lors d'un TD à la faculté. Donc, le patient, il s'est plaint des vertiges, puis il y a eu une perte brutale de connaissance. Alors, l'examen d'admission, bien sûr, les constantes. Donc, la pression artérielle 12,6 cm de mercure, la saturation oxygène 97, la fréquence cardiaque 80 battements par minute et la fréquence respiratoire 30 cycles par minute. Alors, l'examen neurologique, vous avez un patient inconscient, scoré 14 sur 15 score Glasgow, mobilité sensibilité conservée aux 4 membres et les pupilles sont isochores réactives. Le reste d'examen clinique est sans particularité. Voilà, donc la synthèse du cas clinique, on l'a mis sous forme de tableau pour faciliter la tâche. Et maintenant, quel est le problème posé par ce patient? Ce patient, qu'est-ce qu'il présente? Oui, les bros. Oui. Mhm. Oui. Mhm. D'accord. D'accord. Donc voilà, vous avez coma d'installation brutale, sans signe de localisation, c'est très important, chez un patient de 22 ans. Probablement, c'est dû à une décompensation de son diabète vu les antécédents qu'il présente. Voilà, donc donner les premières mesures en complétant la prise en charge. Donc, qu'est-ce que vous allez faire à votre patient maintenant? La première des choses, donc comme je vous ai dit, FMM. Donc, fonction vitale par la suite. Très bien, oui. Oui.
Voilà, effectivement, donc la mise en condition, donc voit d'abord, comme on a dit, donc le monitorage, scope, bien sûr, cardio-tensionnel, fréquence respiratoire, tension artérielle, fréquence cardiaque, saturation oxygène et la durée, bien sûr. Il faut évaluer les fonctions vitales, comme on a dit, donc neurologique, respiratoire, cardiovasculaire, liberté des voies aériennes, position latérale de sécurité, parce qu'on a dit que c'est un patient inconscient. L'oxygénothérapie, bien sûr, si la saturation oxygène inférieure à 95, sonde urinaire pour chiffrer la diurèse, et glycémie capillaire, bien sûr, et bilan, NFS, urée, glycémie veineuse, bilan rénal, ionogramme sanguin, bilan d'hémostase et bilan toxicologique. Alors, il faut savoir, donc, chez ce patient-là, il faut éliminer tout d'abord une hypoglycémie, comme vous avez dit, effectivement, parce que donc, tout patient diabétique qui se présente pour trouble de conscience, la première des choses, il faut éliminer l'hypoglycémie. D'accord? Et le coma toxique, parce que c'est un sujet jeune. Donc, il faut rechercher, bien sûr, les détresses vitales et les prendre en charge en priorité. Parce que vous savez, les sujets jeunes, généralement, ils prennent des toxiques, des drogues, etc. Donc, il faut éliminer toujours le coma toxique lorsque vous avez un patient jeune. Alors, évoquer les différents diagnostics probables. Donc, maintenant, le patient se présente pour trouble de conscience, donc coma. Quels sont les diagnostics probables de cette coma? Oui, les bruns. Oui. D'accord. D'accord. Alors, comme vous avez dit, donc effectivement, coma diabétique, parce qu'il est connu diabétique, et donc vous avez l'installation brutale aussi, et vous n'avez pas de signes de focalisation. Il faut toujours rechercher le signe de focalisation. Alors, pourquoi? Parce que donc, vous avez coma toxique parce qu'il est brutal, à évoquer, comme je vous ai dit, chez les sujets jeunes, mais bien sûr, on doit attendre le dosage pour confirmer le diagnostic, et le coma vasculaire, donc, parce qu'il y a l'installation brutale, mais ce qui permet d'éliminer ce diagnostic, c'est que vous n'avez pas les signes de localisation. D'accord? Parce que généralement, un AVC, bien sûr, va se manifester, vous allez avoir des signes de localisation. Va être localisé, c'est un déficit bien localisé. Alors, maintenant, en fait, le patient présente une fréquence respiratoire élevée. Donc, c'est la fréquence respiratoire, elle était à 30 cycles par minute. Donc, selon vous, c'est quoi le diagnostic probable de cette fréquence respiratoire élevée? Qu'est-ce qui pourrait entraîner cette fréquence respiratoire élevée? Mm-hmm. Oui. Oui, très bien, oui. Effectivement, c'est ça. Oui. Voilà. C'est la dyspnée de Kussmaul. Donc, c'est une hyperventilation compensatrice d'une acidose métabolique. Donc, je vais essayer de vous la montrer maintenant dans une vidéo. Alors, voilà. Vous visualisez maintenant la vidéo? Très bien. Voilà. En fait, comme vous voyez ici, voilà, en fait, c'est une inspiration profonde. Par la suite, vous avez l'apnée. Par la suite, une expiration profonde. Et par la suite, l'apnée. Donc, c'est ça, en fait, la dyspnée de Kussmaul. Et donc, quand je vous ai dit, donc, c'est, voilà, c'est compensatrice à l'acidose. Breathing that you see with diabetic ketoacidosis. He's a little bit altered. He's a little bit slow to wake up. So he's going to be pretty severe. He has some weight loss, and then he's going to have some vomiting. No, this is new. This is brand new. Voilà. Donc,
Voilà, très bien. Maintenant, quels sont les examens complémentaires que vous allez demander pour confirmer votre diagnostic? Oui, très bien. Oui, d'accord. Avant la bandelette urinaire, qu'est-ce qu'il faut faire tout d'abord? Oui, très bien, effectivement. Oui, très bien. Oui, d'accord. Oui, d'accord. Très bien. Effectivement, donc dextro en premier plan, confirmé par la suite par une glycémie veineuse. Par la suite, vous allez demander bandette urinaire lorsque vous avez donc une glycémie capillaire qui dépasse 2,5. Systématiquement, vous allez demander bandette urinaire. Gazométrie artérielle, bien sûr. On va voir par la suite pourquoi. Bilan rénal, ionogramme et l'NFS. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? Donc, la glycémie capillaire, donc c'était à 3,80 grammes par litre. Donc, vous voyez très bien une hyperglycémie qui a été confirmée par une glycémie veineuse à 4. La bandette urinaire, elle a retrouvé donc une glycosurée à 3 croix, les corps cétoniques à 3 croix. Et donc, voilà, protéinurie à une croix, sans négatif. Alors, la gazométrie, par contre, qu'est-ce qu'on a trouvé? Donc, vous voyez, donc c'est une hyperglycémie sévère avec une cétonurie ou bandelette urinaire. Alors, la gazométrie, on a retrouvé donc le pH à 6,79. Donc, vous voyez, donc le taux normal, c'est entre 35 et 45. La PCO2, donc, c'était à 12. Normal, c'est 35-45. Et donc, les bicards, c'était à 8. Alors que le normal, c'était 22-26. Donc, c'est une acidose métabolique. D'accord? Avec un essai de compensation respiratoire. Alors, l'urée, donc, c'était à 0,5. Donc, c'était normal. Par contre, la créatinine, c'était à 14. Donc, il y avait donc une insuffisance rénale. On va voir par la suite, c'était fonctionnel. Si on calcule donc le rapport de la natriurèse, donc, sodium sur donc la natriurèse, voilà, sodium sur potassium, vous allez avoir une inversion du rapport. L'ionogramme, donc la natrémie, elle était à 130, donc alors que normalement c'est 135, 145. Alors, il faut toujours, lorsque vous avez une hyponatrémie, il faut la confirmer, c'est-à-dire il faut la corriger. Alors, vous la corrigez généralement par cette mesure-là, donc vous mettez donc la natrémie mesurée plus 1,6 multiplié fois la glycémie en grammes par litre, d'accord? Et lorsqu'on a calculé, donc, elle s'est corrigée, donc elle est revenue normale, c'est-à-dire que c'est une fausse hyponatrémie. Alors, la question qui se pose maintenant, pourquoi le patient présente une fausse hyponatrémie? Tout simplement parce que vous avez une hyperglycémie. Donc, l'hyperglycémie, il faut savoir que le glucose est un fort pouvoir osmotique. Donc, vous allez avoir une hyperglycémie, il va entraîner, bien sûr, l'eau. Donc, vous allez avoir une glycosurie. Par la suite, vous allez avoir une polyurie. Donc, vous allez avoir une déshydratation. D'accord? Cette déshydratation va entraîner quoi? Donc, va entraîner tout simplement une dilution du sodium. Du sodium en rapport avec l'hypertonie plasmatique induite par l'hyperglycémie. Donc, c'est tout ça, toujours lorsque vous avez une hyponatrémie, il faut éliminer l'hyperglycémie qui peut être en rapport avec. Et bien sûr, à l'NFS, donc vous avez globules blancs, donc c'était à 28 000, donc vous avez une hyperleucocytose, à PNL principalement, et les plaquettes, donc c'était 523 000, donc c'est en rapport avec l'hémoconcentration induite par l'hyperglycémie, on va voir par la suite ça. Alors, donc le diagnostic a été retenu d'acidocétose diabétique. Pourquoi? Parce que vous avez la glycémie qui dépasse 2,5, avec les corps cétoniques, bien sûr, la bandette urinaire, et la gazométrie, vous avez l'acidose métabolique. Voilà. Et bien sûr, donc, vous avez une insuffisance rénale fonctionnelle, due à la déshydratation. Alors maintenant, on va faire un petit rappel. Bien sûr, il faut savoir tout d'abord que le diabète, bien sûr, c'est un véritable problème de santé publique. Donc, vous avez 150 millions de personnes dans le monde qui sont atteintes. Et au Maroc, c'est 6,6% de la population qui dépasse 20 ans. Donc, il faut savoir que c'est un véritable problème de santé publique à l'échelle nationale et internationale. Il faut savoir que c'est une affection grave qui peut engager le pronostic vital à court et à moyen terme par ses complications principalement. Et il faut savoir qu'il a un impact économique majeur sur le système de santé et sur le patient. Donc, tout ça pour vous dire vraiment que c'est un véritable problème. Et donc,
tout médecin généraliste doit obligatoirement dépister, diagnostiquer et surtout prendre en charge correctement les complications du diabète et principalement le diabète, le coma acidocétosique diabétique en urgence parce que c'est une extrême urgence. Et d'ailleurs, c'est la plus fréquente des complications aiguës du diabète. Voilà. Donc, il faut savoir bien sûr que la définition de l'acidocétose diabétique, c'est défini par l'association de 3 anomalies biologiques, donc c'est nécessaire, c'est une définition biologique. Il faut avoir une hyperglycémie avec glycosurie, donc lorsque vous avez une glycémie qui dépasse 2,5 bien sûr grammes par litre, avec cétonémie et cétonurie, généralement on dose de cétonurie, donc vous allez avoir donc des cétonuries positives aux bandettes urinaires, et une acidose métabolique bien sûr lorsque vous retrouvez pH artère inférieur à 7,30 avec les bicarb inférieurs à 15. Donc, la définition, comme je vous ai dit, donc c'est une définition biologique. D'accord? Et bien sûr, donc lorsqu'on parle du diabète, bien sûr, on a parlé du diabète. Bien sûr, il faut savoir que la définition du diabète, c'est lorsque vous retrouvez une glycémie à jeun qui dépasse 1,26 grammes par litre à 2 reprises. Bien sûr, cette définition, c'est pas une définition au hasard, en fait, parce qu'on a remarqué que le développement de la rétinopathie diabétique s'installe donc normalement lorsqu'on dépasse ce seuil-là. Et donc c'est pour cela qu'on a retenu ce seuil de 1,26 pour dire qu'il s'agit d'un diabète ou pas. D'accord, est-ce que vous m'entendez? D'accord. Alors, tout d'abord, bien sûr, il faut savoir que le diabète acidocétosique, c'est une urgence hyperglycémique. Donc, c'est une complication aiguë qui survient aussi bien chez les patients diabétiques type 1 et les diabétiques type 2, mais il est plus fréquent chez les jeunes patients avec diabète type 1. Généralement, il survient chez un patient, bien sûr, diabétique connu, ou c'est un mode de révélation, généralement, principalement pour le diabète type 1, et c'est la conséquence d'une insulinopénie, c'est ce qu'il faut retenir. Donc, qui dit diabète acidocétosique, c'est-à-dire que vous avez une carence en insuline. Que ce soit une carence absolue, c'est-à-dire vous n'avez pas d'insuline, et d'ailleurs c'est comme ça qu'on le découvre donc, chez un patient diabétique type 1, ou bien il a arrêté l'insulinothérapie, par exemple tentative de suicide, il a arrêté l'insulinothérapie, ou c'est relatif, c'est-à-dire vous avez des facteurs surajoutés. Par exemple, une infection, un infarctus du myocarde, une grossesse, corticothérapie, une intoxication, et qui a entraîné une carence relative en insuline. Voilà. Alors maintenant, physiopathologie, qu'est-ce qui se passe? Alors, tout simplement, qu'est-ce que vous avez? Donc, comme je vous ai dit, vous avez une insulinopénie, c'est-à-dire vous avez un déficit en insuline, que ce soit absolu ou relatif. Alors, vous n'avez pas d'insuline, donc vous n'avez pas la clé pour faire rentrer le glucose à l'intérieur de la cellule, d'accord? Qu'est-ce qui va se passer? C'est que, donc, quand vous voyez, bien sûr, la cellule elle va déclarer qu'il n'a pas de sucre. Et donc, on sait très bien que le glucose, il est nécessaire pour bien sûr, pour l'énergie, pour fabriquer de l'énergie au niveau des cellules, d'accord? Donc, il faut rechercher une autre source d'énergie. Bien sûr, vous allez avoir l'activation et l'augmentation des enzymes, des hormones de contre-régulation, principalement glucagon, catécholamine et cortisol. Tout ça va faire quoi? Principalement, vous allez avoir la lipolyse, c'est-à-dire on va faire brûler les graisses stockées pour avoir une autre source d'énergie. D'accord? Alors, qu'est-ce qui va entraîner? Bien sûr, vous allez avoir une augmentation des acides gras libres. Et ces acides gras libres, bien sûr, ce sont en fait les déchets, leurs déchets, en fait, ils vont se transformer en corps cétonique par l'intermédiaire de la cétogenèse. Parce que normalement, cette voie, elle est bloquée par l'insuline. Vu qu'il n'y a pas l'insuline, donc vous allez avoir l'activation de la cétogenèse. Et donc, vous allez avoir les corps cétoniques qui sont là. Bien sûr, les corps cétoniques, ce sont des corps acides et donc ils vont entraîner une acidose. D'accord? Bien sûr, lorsque cétonémie dépasse 1,5, vous allez avoir une cétonurie et lorsque la cétonémie dépasse 7, vous allez avoir une acidocétose. Donc, voilà. Donc, maintenant, on a compris d'où vient l'acidose. Par la suite, bien sûr, comme je vous ai dit, vous allez avoir d'autres voies pour avoir de l'énergie, d'autres sources pour obtenir de l'énergie. C'est principalement la glycogénolyse et la néoglucogénèse. D'accord? Tout ça va faire en sorte que ça va faire augmenter encore la glycémie. Alors que le problème, ce n'est pas le glucose. Le problème, c'est l'insuline qu'il n'y a pas. Donc, vu qu'il n'y a pas l'insuline, donc vous allez avoir une hyperglycémie. Cette hyperglycémie, bien sûr, ça va entraîner une glycosurie avec une déshydratation. Vous allez avoir, bien sûr, une hypocalémie parce que l'insuline fait rentrer le potassium dans la cellule. Vous allez avoir aussi bien une déshydratation intracellulaire et qu'une déshydratation extracellulaire. Voilà. Alors, maintenant, le diagnostic positif, principalement cliniquement, donc vous avez le syndrome de cétose. Vous avez des corps cétoniques qui sont beaucoup dans l'organisme et donc vous allez avoir une haleine acétonique parce que l'organisme va essayer de les éliminer par voie respiratoire.
Certes, ça va éliminer les corps cétoniques, mais c'est une voie qui est très lente. Alors, vous allez avoir l'haleine acétonique, et donc c'est une odeur de pomme pourrie. Elle est très caractéristique. Vous allez voir des troubles digestifs majeurs par rapport à l'acidocétose qu'il présente le patient, type nausées, vomissements, des douleurs abdominales, diarrhée. Tout ça, ça va encore aggraver la déshydratation qu'il présente le patient. Et bien sûr, vous allez avoir un syndrome d'acidose métabolique, troubles respiratoires, la dyspnée de Kussmaul pour essayer un petit peu de compenser cette acidose, d'éliminer cette acidose bien sûr, et les troubles neurologiques, donc vous allez avoir des confusions, voire coma, calme et profond, sans signe de localisation, bien sûr. Alors, comme je vous ai dit, bien sûr, au dextro, vous allez avoir une glycémie qui dépasse 2,5 grammes par litre et une bandelette urinaire qui va objectiver une cétonurie et une glycosurie. Alors, paraclinique, bien sûr, on demande les examens biologiques. L'NFS va en montrer une hyperleucocytose qui est faussée par l'hémoconcentration. Et vous allez avoir l'ionogramme sanguin, principalement, vous allez avoir une hyperkaliémie. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que l'insuline qui fait rentrer le potassium dans la cellule et une natrémie qui est faussement diminuée, comme je vous ai expliqué, qui est due à l'hyperglycémie, ou bien vous pouvez avoir une hyponatrémie vraie. À ce moment-là, c'est une urgence. Et bien sûr, vous allez avoir une bicarbonate inférieure à 15. Alors, les gaz du sang, bien sûr, vous allez avoir un pH inférieur à 7,25 parce que vous avez une acidose. Et le CG, il est systématique à la recherche des signes de dyskaliémie, principalement une hypocalémie induite par l'insulinothérapie. Il faut rechercher ça parce que ça va s'objectiver généralement par l'aplatissement, voire négativation des ondes T, et vous allez avoir l'apparition des ondes U. Et le bilan rénal qui va objectiver une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle. Bien sûr, après avoir fait le diagnostic positif, vient le diagnostic de gravité. Donc, quels sont les signes de gravité? Vous avez un sujet âgé, pH inférieur à 7, la kaliémie inférieure à 4 ou supérieure à 6, un coma profond, une instabilité tensionnelle, une oligoanurie qui dépasse 3 heures, et vomissement incoercible. À ce moment-là, donc, le transfert en réa en urgence. Bien sûr, il faut faire le diagnostic étiologique, donc un bilan infectieux systématique à la recherche de l'infection, parce que la principale cause de décompensation, c'est l'infection. Donc, vous faites des hémocultures répétées, même en absence de fièvre, avant toute antibiothérapie, le CBO à la recherche d'une infection urinaire, la radiographie de thorax, bien sûr, à la recherche d'une infection pulmonaire, la PL au moindre doute, si vous suspectez une méningite, et bien sûr, il faut rechercher un infarctus du myocarde systématiquement, donc le CG, troponie, d'autant plus si le patient présente des facteurs de risque cardiovasculaire. Alors maintenant, quelle est la prise en charge thérapeutique devant DSC? Donc le diagnostic, il a été posé. Qu'est-ce qu'on va faire par la suite? Oui. Très bien. Oui, très bien. D'accord, oui. Très bien, oui, effectivement. D'accord, très bien, oui. D'accord. Oui. D'accord. Très bien. Effectivement, donc il y a 3 volets, bien sûr, après l'hospitalisation, monitorage, voie veineuse périphérique, 3 volets. Donc, principalement, vous avez la déshydratation, il faut lutter contre cette déshydratation, et donc réhydratation systématique, mais doit être adaptée à l'état du patient. Je vais expliquer ça par la suite. Bien sûr, il faut prévenir l'hypocalémie parce que vous allez instaurer donc un traitement, l'insulinothérapie. On sait très bien que l'insulinothérapie entraîne une hypocalémie. Donc, la substitution potassique, elle est systématique. Et bien sûr, il faut lutter contre l'hyperglycémie, l'insuline rapide en intraveineux. Donc, la réhydratation, bien sûr, on commence par le sérum salé isotonique, 0,9%. D'accord? On commence 1 litre par heure, puis 1 litre par 2 heures, puis 1 litre par 4 heures. Au total, donc 4-6 litres dans les premières 24 heures. Si la glycémie devient inférieure à 2,5, on va switcher vers le sérum glucosé 5%. Bien sûr, le débit, j'explique bien, le débit doit être adapté à l'âge
fonction cardiaque et rénale, ainsi qu'à la tolérance hémodynamique du patient parce qu'il y a un risque de surcharge. Il faut faire attention si vous avez un patient âgé, un patient avec une fonction cardiaque altérée, donc il est connu cardiopathe, ou un patient qui est connu, donc il a une insuffisance rénale. Il faut faire attention, bien patient par exemple qui se présente par un OAP, il faut faire attention parce que vous risquez d'entraîner une surcharge si vous, par exemple, si vous donnez 6 litres dans les premières 24 heures. Donc, le premier message, il faut faire attention à l'insuffisance rénale chez le diabétique. Donc, systématiquement, il faut faire une auscultation cardio-pulmonaire à la recherche des crépitants. À ce moment-là, si vous retrouvez des crépitants, ça veut dire que votre patient est en surcharge. Il faut hydrater en fonction du débit de filtration glomérulaire, c'est-à-dire en fonction de la fonction rénale. Donc, bien sûr, un avis spécialisé ici, il est demandé. Par la suite, bien sûr, comme je vous ai dit, donc le schéma d'insulinothérapie rapide en intraveineux. C'est systématiquement en intraveineux. Tant que vous avez les corps cétoniques, la voie doit être faite en intraveineux. Donc, la voie intraveineuse à la seringue électrique, donc la SAP, 0,1 unité par kilo par heure de l'insuline rapide. En l'absence de cette seringue, parce que malheureusement, on ne dispose pas toujours de cette seringue autopulsée, à ce moment-là, on va donner 10 unités par heure jusqu'à la négativation de l'acétonurie. Il faut bien sûr faire le contrôle chaque heure d'acétone et glycémie capillaire. Dès que vous avez les corps cétoniques négatifs dans deux bandelettes urinaires, à ce moment-là, vous allez switcher vers la voie sous-cutanée. D'accord? Et donc, la voie sous-cutanée, généralement, c'est ce qu'on fait. Donc, lorsque vous avez la glycémie qui dépasse 2,5, vous donnez 10 unités. La glycémie, bien sûr, chaque 4 heures, donc vous allez mesurer. La glycémie entre 2,5 et 1,8, vous allez donner 7. La glycémie entre 1,3 et 1,8, 5. Dès que vous avez la glycémie entre 0,7 et 1,3, donc on passe au schéma basal-bolus. C'est l'affaire de l'endocrinologue, bien sûr, qui va faire ça en fonction du cycle glycémique. Si vous avez la glycémie inférieure à 0,7, attention, il faut donc bien sûr administrer le sérum glucose. Voilà, parce qu'il y a un risque d'hypoglycémie. Alors, maintenant, il faut faire attention toujours, lorsque vous administrez l'insulinothérapie, corticothérapie ou bêta-2-mimétique, attention, il y a le risque d'hypocalémie. Il faut toujours y penser, il faut toujours l'évoquer. Bien sûr, je vous ai dit, donc, il faut faire la supplémentation potassique systématique, donc une ampoule de KCl dans chaque sérum salé ou sérum glucosé. Généralement, les objectifs, donc, on recherche une calémie entre 4 et 5 mmol par litre. Bien sûr, parce que vous avez le risque d'hypocalémie par la réhydratation que vous allez faire, parce que vous pouvez avoir une hypocalémie de dilution, et vous allez administrer l'insulinothérapie, donc qui va faire rentrer le potassium en intracellulaire. Donc, généralement, c'est ce qu'on fait, donc une ampoule de KCl dans chaque sérum salé ou sérum glucosé, mais bien sûr, ça va être adapté en fonction de la calémie. À ce moment-là, dans la SAP, c'est un petit peu spécialisé. Généralement, lorsque vous avez la calémie inférieure à 3,3, il faut retarder l'insuline et donc donner le potassium, donc KCl 2 à 2,5 grammes par litre en seringue autopulsée. Si la calémie est entre 3,3 et 5,4, donc vous donnez à 1,5. Si vous avez donc la calémie qui dépasse 5,4, on ne donne pas de KCl, bien sûr. Mais généralement, retenez ça. Donc, vous avez administré de l'insulinothérapie. Bien sûr, il faut donner une ampoule de KCl dans chaque sérum salé ou sérum glucosé. Et bien sûr, doit être ajusté en fonction de la calémie. Et par la suite, bien sûr, il faut rechercher, traiter le facteur déclencheur. Je vous ai dit, certes, le diabète, c'est une pathologie chronique, mais il faut rechercher c'est quoi l'événement qui a causé cette décompensation de ce diabète. Donc, bien sûr, après la réanimation initiale du patient, il faut rechercher principalement, comme je vous ai dit, l'infection parce que c'est très fréquent avant toute antibiothérapie, faire des hémocultures, demander le CBE, la radiographie thoracique, l'ECG systématiquement, rechercher ce qui est la notion d'écart de régime, mauvaise observance thérapeutique, arrêt d'insulinothérapie, c'est les connues diabétiques d'emblée, ou s'il y a prise de toxiques. D'accord? Et bien, voilà. Maintenant, rédigez la fiche de surveillance. Qu'est-ce que vous allez surveiller? Quels sont les paramètres à surveiller selon vous? Oui, très bien. Oui, qu'est-ce qu'il faut surveiller encore? Très bien, oui. Très bien, oui.
ça. Oui. Au sens. Très bien, oui. Oui. D'accord, très bien. Effectivement, donc comme vous avez dit, donc les cas de conscience, hydratation, les fonctions vitales, pression artérielle, fréquence cardiaque, fréquence respiratoire chaque heure, la température chaque 3 heures, glycémie capillaire chaque heure avec recherche et quantification de l'acétonurie à chaque mixant. Donc il faut faire une modelette urinaire à chaque mixant, la recherche des négativations des corps cétoniques, myonogramme sanguin, principalement la calémie chaque 3 heures. Parce que comme je vous ai dit, donc vous avez instauré un traitement qui entraîne une hypocalémie, principalement c'est l'insulinothérapie. Alors, après avoir stabilisé votre patient, c'est-à-dire vous n'avez pas de corps cétonique et la glycémie est revenue normale, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez donc sortir hospitalisation de votre patient. D'accord. D'accord. Ça va. Je lui ai dit, je viens demain. D'accord, oui. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres réponses? Voilà, effectivement, comme vous avez dit, donc il faut transfert au service d'endocrinologie, donc il faut obtenir l'équilibre glycémique, schéma basal bolus et cycle glycémique. Il faut rechercher la cause de décompensation et donc l'éducation thérapeutique du patient est primordiale, c'est l'affaire de l'endocrinologue. Traitement symptomatique, bien sûr, c'est présente des symptômes, voilà. Bilan dégénératif, si donc ça dépasse 5 ans. Et bien sûr, il faut le suivi, il est très important. Voilà. Quelles sont maintenant les complications du diabète? De façon générale. Alors, est-ce que vous pouvez désactiver le micro, s'il vous plaît? Merci. Oui, les bras. Oui, l'hypoglycémie aussi. L'hypoglycémie, le coma diabétique. Oui. Oui, et l'hypoglycémie aussi. Oui. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez désactiver le micro et D'accord, très bien. Alors, vous avez les complications, donc vous avez des complications aiguës et vous avez des complications chroniques. Alors, les complications aiguës, comme on a vu, donc c'est le coma acidocétosique, d'accord, c'est le plus fréquent. Coma hyperosmolaire, on va expliquer tout de suite. Et vous avez le coma hypoglycémique. Attention, il faut toujours éliminer en premier le coma hypoglycémique parce que c'est la conséquence du traitement. Que ce soit un traitement, donc soit l'insulinothérapie ou bien les antidiabétiques oraux. Il faut toujours, principalement les sulfamides. Il faut toujours l'éliminer, donc, comme vous avez dit en premier, trouble de conscience chez un patient chronique diabétique, il faut le considérer d'emblée comme un coma hypoglycémique, d'accord?
et mesurez dextro, sinon, au pire des cas, vous faites le resucrage. D'accord? Vraiment, il faut considérer d'emblée comme un coma hypoglycémique. Alors maintenant, en fait, la question, c'est quoi? On a vu le coma acidocétosique, c'est une conséquence d'insulinopénie, d'insulinopénie, que ce soit absolue ou relative, on a vu ça. Maintenant, c'est quoi un coma hyperosmolaire? Le coma hyperosmolaire, il faut savoir que c'est une forme grave de décompensation du diabète sucré. Généralement, vous retrouvez une hyperglycémie qui dépasse 6 grammes par litre. Vous retrouvez une profonde déshydratation avec une hyperosmolalité plasmatique qui dépasse 350 milliosmoles par kilo, avec absence, très important, d'acidose et de cétonémie. D'accord? Généralement, il survient chez les patients diabétiques âgés suite à une infection qui s'aggrave par une mauvaise accessibilité aux boissons. Et donc, vous allez vraiment avoir une déshydratation très, très, très importante. Et c'est une forme très grave, mais généralement, c'est rare. Voilà. Alors que vous avez des complications chroniques, comme vous savez très bien, donc vous avez les macroangiopathies, principalement, bien sûr, vous allez avoir, donc ça touche les gros et moyens vaisseaux, donc vous allez avoir bien sûr un AVC, un infarctus du myocarde, des artériopathies oblitérantes des membres inférieurs. Bien sûr, le patient donc, va avoir d'autres facteurs de risque cardiovasculaire. Voilà, vous avez la microangiopathie, la rétinopathie, la néphropathie diabétique et la neuropathie principalement qui va donner le pied diabétique, comme vous savez tous. Et donc, le diabète, il est grave par ses complications, d'accord? Il faut savoir que les complications aiguës sont traitables, sont facilement diagnostiquées et traitables. Complications chroniques, dès qu'ils s'installent, malheureusement, elles sont irréversibles. Et donc, principalement, il faut expliquer aux patients que le traitement qu'on donne, c'est principalement pour retarder l'évolution vers ces complications chroniques. C'est ça, en fait. Voilà. Alors maintenant, ce qui est important, donc, c'est une maladie chronique et donc l'éducation thérapeutique, elle a toute sa place et le suivi, il est très, très important. Il faut expliquer ça au patient, d'accord? Vraiment, il faut intégrer le patient dans la prise en charge, il doit être actif, il faut lui expliquer ça. Et donc, il faut respecter les mesures hygiéno-diététiques, une bonne observance thérapeutique. Il faut expliquer comment conserver l'insuline, d'accord? Modalité d'injection, éviter les ondes de lipodystrophie. Il faut bien sûr, votre travail, ce sera de stratifier le risque cardiovasculaire, parce que c'est un facteur de risque cardiovasculaire, comme je vous ai dit. Et bien sûr, il faut suivi à 3 mois. Chaque 3 mois, bien sûr, glycémie à jeun, hémoglobine glyquée, puis à 6 mois, puis chaque année. Bilan dégénératif complet annuel après 5 ans d'évolution du diabète. Je parle du diabète de type 1, parce que généralement, le mot de révélation, généralement, ça se révèle généralement le diabète de type 1 par acidocétose diabétique, et il faut donc calculer 5 ans après pour faire le bilan dégénératif. Alors que pour le diabète de type 2, généralement, c'est une maladie insidieuse qui s'est installée de façon très progressive, et donc lorsque le patient se présente, lorsque le patient est diagnostiqué, à ce moment-là, il a déjà dépassé les 5 ans d'évolution, et donc il faut faire le bilan dégénératif à ce moment-là, systématiquement. Bien sûr, il faut expliquer les modalités de resucrage rapide si le patient présente un malaise hypoglycémique, donc un morceau de sucre par 20 kg, d'accord? Et comme je vous ai dit, donc il faut intégrer vraiment le patient dans la prise en charge, il doit être actif dans sa prise en charge. Alors, le message à retenir, bien sûr, certes, on a parlé du diabète acidocétosique, mais il faut savoir, bien sûr, que vous avez, comme je vous ai dit, le coma hypoglycémique qui est plus fréquent chez un patient diabétique. N'importe quel patient. Donc, devant tout patient qui présente un trouble de conscience, il faut avoir le réflexe de doser la glycémie capillaire en premier. Pourquoi? Parce que l'hypoglycémie, c'est une cause fréquente et c'est une cause traitable. Vraiment, c'est malheureux de perdre un patient suite à une hypoglycémie, parce que vraiment, le traitement, il est hyper simple. Alors, devant tout enfant qui se présente pour dyspnée cinématérielle, c'est-à-dire vous avez une dyspnée, vous auscultez, il n'y a pas de signe de lutte respiratoire, il n'y a pas d'étirage, ni battement des ailes du nez, ni respiration paradoxale. À ce moment-là, bien sûr, vous faites l'auscultation. Vous ne retrouvez rien dans l'auscultation pulmonaire, ni dans l'auscultation cardiaque. Il faut évoquer la dyspnée cinématérielle et doser la glycémie capillaire en premier pour éliminer l'acidocétose diabétique. Tout patient qui se présente pour des troubles digestifs et douleurs abdominales, il faut doser la glycémie capillaire. Parce que vraiment, il faut savoir que dans le DAC, vous pouvez avoir une douleur abdominale pseudo-appendiculaire, donc des douleurs vraiment très atroces. Ça peut mimer une urgence chirurgicale, d'autant plus qu'il est accompagné avec des symptômes digestifs de type nausée, vomissement et diarrhée. Donc, il faut vraiment avoir ce réflexe de doser la glycémie capillaire parce que c'est un geste facile et qui permet de sauver la vie. Toute glycémie capillaire qui dépasse 2,5 g par litre doit être systématiquement complétée par une bandette urinaire à la recherche des corps cétoniques, même devant un patient asymptomatique. Il ne faut pas attendre à avoir un tableau complet pour évoquer acidocétose diabétique.
Vous avez une glycémie capillaire qui dépasse 2,5, complétée par une bandette urinaire à la recherche des corps cétoniques. D'accord? Alors, le message à retenir, le diagnostic de DAC, certes, il est facile si vous connaissez que votre patient est diabétique, mais difficile si mode de révélation, parce que comme vous avez vu, la symptomatologie clinique n'est pas spécifique. Vraiment, c'est des symptômes comme ça varient. Alors, le traitement se base essentiellement, quand vous avez vu le remplissage, principalement en premier, le sérum salé 0,9%, et la réhydratation, sérum salé par la suite, on le switch par sérum glucosé lorsque la glycémie capillaire est inférieure à 2,5, potassium, l'insuline, et rechercher la cause et la traiter. Parce que c'est la cause qui a décompensé son diabète. Attention à l'insuffisance rénale chez le diabétique, comme je vous ai dit. Donc, il faut faire l'auscultation cardio-pulmonaire à la recherche des crépitants. Et il faut hydrater en fonction du débit de filtration glomérulaire. Il faut traiter la décompensation, mais traiter aussi bien sûr la cause, sinon il risque de récidiver encore une fois. Et l'éducation thérapeutique du patient, c'est le garant d'un traitement efficace, d'un équilibre glycémique optimal, ainsi qu'une prévention des complications qui peuvent engager le pronostic vital et fonctionnel du patient. Le suivi, il est primordial parce que c'est une maladie chronique. Il faut expliquer ça au patient. D'accord? Et bien sûr, la prise en charge, elle est multidisciplinaire. C'est l'affaire du généraliste, c'est l'affaire de l'endocrinologue, nutritionniste, etc. D'accord? Voilà. Dernier mot, toute manifestation inhabituelle chez un diabétique, il faut la considérer comme une hypoglycémie jusqu'à preuve du contraire. Voilà. J'espère que c'est clair. Est-ce que vous avez des questions? Oui, les bruns. Est-ce que je peux passer? D'accord, très bien. J'espère que c'est clair. Oui? Non, lactatémie, c'est en cas de choc, lorsque vous avez suspicion de choc. Ici, ce n'est pas le cas. C'est principalement ce que vous avez un état de choc pour voir le pronostic. C'est principalement, ça nous indique le pronostic, est-ce qu'il est grave ou pas. Mais dans ce cas-là, non. D'accord? Voilà, très bien. Alors, on passe maintenant au deuxième cas clinique. Donc, vous avez M. Mohamed, âgé de... Oui? D'accord. D'accord. Alors, en fait, c'est juste une fausse hyponatrémie, tout d'abord. Ce n'est pas une vraie hyponatrémie. C'est seulement induite par l'hyperglycémie. Donc, ça ne va pas aggraver le cas. D'accord? Très bien. En fait, on a remarqué qu'il peut faire un coma acidocétosique. C'est juste qu'il est plus fréquent chez le patient diabétique type 1. Mais il peut le faire. Les deux types de diabète peuvent faire le coma acidocétosique. D'accord? Mais retenez généralement que, comme je vous ai dit, il faut évoquer lorsque vous avez trouble de conscience chez un patient qui est connu diabétique, il faut évoquer en premier, donc, comme je vous ai dit, dans le coma hypoglycémique. D'accord? Parce qu'il y a la prise de traitement, que ce soit l'insulinothérapie ou bien le traitement par voie orale. Les antidiabétiques oraux, principalement les sulfamides hypoglycémiques. Voilà. Oui? Très bien. Alors, deuxième cas clinique, donc vous avez M. Mohamed, âgé de 65 ans, accompagné de sa femme, qui consulte à 15 heures pour trouble de conscience, avec déformation au niveau du visage, apparue depuis 1 heure. Alors, les antécédents, vous avez une hypertension artérielle depuis 10 ans sous candesartan, donc c'est un ARA2, 8 mg par jour, diabète non insuliné dépendant sous metformine, 500 mg 2 fois par jour, fumeur, 30 cigarettes par jour depuis l'âge de 18 ans. Examen clinique, vous avez la pression artérielle 10 cm de mercure, fréquence cardiaque 85, fréquence respiratoire 18, saturation oxygène 96 et la température 37. Alors l'examen neurologique, vous avez l'ouverture des yeux à la douleur, réponse verbale incohérente, réponse motrice spontanée, asymétrie du visage, perte de la motricité de l'hémicorps droit et les pupilles isochores réactives. Le reste d'examen est sans particularité. Donc voici donc la synthèse du cas sous forme de tableau. Calculez le score de Glasgow. Voilà. Comme vous savez, vous avez trouble de conscience, donc il faut calculer le score de Glasgow pour pouvoir savoir est-ce que c'est grave ou pas. Donc, vous avez une ouverture des yeux à la douleur, la réponse verbale incohérente et la réponse motrice qui est spontanée.
Les trois paramètres pour pouvoir calculer donc, le score de Glasgow. Oui. D'accord. D'accord. Très bien. Oui. D'accord. D'accord. Alors, je vous ai dit, donc, on a trois paramètres. On a l'ouverture des yeux, la réponse verbale et la réponse motrice. Alors, l'ouverture des yeux, elle est cotée à 4. Donc, spontané, 4. À la demande, 3. Douleur, 2. Absence, c'est 1. Réponse verbale, donc, elle est cotée à 5. Orienté, confus, inapproprié, c'est incohérent, incompréhensible et absence. Et la réponse motrice, donc, elle est cotée à 6. Donc, elle obéit aux ordres, c'est 6. Orienté par la douleur, c'est 5. L'évitement, c'est 4. D'accord? Et la décortication, c'est-à-dire la flexion stéréotypée, je vais vous la montrer dans l'image, c'est 3. La décérébration, qui est une extension, c'est 2. Et l'absence, c'est 1. Donc, le malade, chez ce malade-là, donc vous avez l'ouverture des yeux à la douleur, donc c'est 2. Réponse verbale inappropriée, c'est 3. Et la réponse motrice, donc il obéit aux ordres, c'est 6. Si vous calculez, donc vous allez voir le score, il est à 11. D'accord? Donc, c'est un coma modéré. Alors maintenant, quand je vous ai dit, voilà. Donc, vous voyez ici donc, la décortication. Donc, c'est une flexion stéréotypée, comme vous voyez. C'est comme s'il conduit une moto. Et ici, vous avez donc une extension, c'est une décérébration. C'est de très mauvais pronostics, d'accord? Lorsque le patient présente une décérébration, c'est-à-dire une extension. Voilà. Donc, maintenant, calculez le rapport du tabagisme paquet-année. Donc, comme vous voyez ici, je vous ai dit, c'est un fumeur à 30 cigarettes par jour depuis l'âge de 18 ans. Donc, maintenant, c'est combien le rapport, donc, paquet-année? Oui. D'accord. 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 Alors, est-ce qu'il y a d'autres réponses? D'accord. Alors, vous avez donc le nombre de paquets année, c'est la durée du tabagisme multiplié fois le nombre de paquets par jour. C'est-à-dire, alors vous avez, comme je vous ai dit, le patient, il fumait 30 cigarettes par jour. Alors, 30 cigarettes par jour. Alors, chaque paquet contient 20 cigarettes. Donc, vous faites 30 divisé par 20, vous allez avoir 1,1 paquet par jour. D'accord? Maintenant, on a dit qu'il fumait depuis l'âge de 18 ans. Et maintenant, donc il a 65 ans. Donc, vous faites la soustraction. 65 moins 18, vous avez 47 ans. Et donc, ça fait 47 ans qu'il fume. D'accord? C'est-à-dire, donc, on parle d'un rapport paquet-année. Donc, vous faites 45 multiplié par 1,5 et vous avez 70 paquets année. D'accord? J'espère que c'est clair. Donc, tout d'abord, on a parlé de cigarettes par jour. Donc, on a paquet, donc, on parle de paquet, non pas de cigarettes. Et chaque paquet contient 20 cigarettes. Donc, vous faites 30 divisé par 20, vous avez 1,5. Et par la suite, vous calculez combien de temps qu'il fumait. Donc, c'était 47 ans. Et donc, 47 multiplié par 1,5, vous avez 70 paquets. Alors maintenant, formulez le problème posé par ce patient. Qu'est-ce qu'il présente le patient? Donc, je vais vous montrer le tableau.
Oui, le droit. D'accord, oui. Oui, d'accord, oui. Mhm. D'accord, très bien. Voilà, donc ces patients présentent des troubles de conscience, d'installation brutale, comme je vous ai dit, avec des signes de localisation. Donc, ce que vous êtes en train de dire, ce sont des signes de localisation chez un sujet âgé avec facteur de risque cardiovasculaire, donc patient diabétique, hypertendu et tabagique. D'accord? Maintenant, quel est le diagnostic que vous allez évoquer en premier? Chez un patient qui présente trouble de conscience, installation brutale, signe de localisation, âgé, plus facteur de risque cardiovasculaire. Très bien. Eh bien. Effectivement, oui. Voilà, comme vous avez dit, donc c'est un AVC. Pourquoi? Parce que, comme on a dit, donc coma d'installation brutale, vous avez ici de localisation, une hémiplégie droite avec la symétrie du visage, et vous avez les facteurs de risque cardiovasculaire, l'âge, l'HTA et diabète. Très bien. Donc, quels sont les examens complémentaires que vous allez demander dans ce cas-là? Bien sûr, pour confirmer votre diagnostic. Oui. Très bien, effectivement, oui. Oui. Très bien. Alors, effectivement, donc l'IRM doit être demandé en urgence, en première intention, parce qu'il permet de poser rapidement le diagnostic d'AVC ischémique et donc d'indiquer la thrombolyse, parce que principalement, on va voir par la suite, il faut sauver le patient, il faut sauver, donc il y a le pronostic vital et fonctionnel qui est mis en jeu, donc la thrombolyse doit être faite rapidement, bien sûr, s'il y a des indications. Alors, à défaut, parce que malheureusement, on ne dispose pas toujours d'un IRM en urgence, malheureusement, donc on peut faire, comme vous avez dit, donc un scanner cérébral sans injection de produits de contraste. Principalement, donc, il faut savoir que moins de 6 heures, vous pouvez avoir TDM normal, parce que l'infarctus n'est pas encore constitué. Donc, pour voir l'hypodensité, il faut au moins avoir plus de 6 heures. Mais généralement, pourquoi on le fait? On le fait principalement pour différencier entre un AVC ischémique et un AVC hémorragique. D'accord? Mais il faut savoir que si vous retrouvez un TDM normal avant 6e heure, bien sûr, le diagnostic d'AVC ischémique n'est pas éliminé. Il doit être refait au cours des 24 heures suivantes. D'accord? Et bien sûr, bilan biologique, toujours, glycémie, NFS, bilan rénal et bilan d'hémostase. Mais comme vous avez dit très bien, donc l'IRM doit être fait en première intention parce qu'il permet de poser rapidement le diagnostic d'AVC ischémique et donc rapidement de traiter et sauver votre patient. Alors, comme je vous ai dit, voilà, le scanner cérébral, c'est principalement dans les premières heures. C'est pour donc différencier entre un AVC hémorragique, donc vous avez ici une hyperdensité spontanée, d'un AVC ischémique que vous retrouvez généralement, soit vous pouvez retrouver un TDM normal, ou bien vous pouvez avoir une hypodensité bien systématisée. Voilà. Alors, les résultats, donc TDM, il était en faveur d'un AVC ischémique, donc il a objectivé une hypodensité temporale gauche, signe d'ischémie, bien sûr. La glycémie, donc, elle était normale. L'urécréa aussi. L'NFS, elle était normale. Le ionogramme aussi. Et TP, bien sûr, elle était normale. Donc, le bilan biologique, il était normal. Et donc, l'examen paraclinique, il a objectivé, effectivement, TDM, il a objectivé un AVC ischémique. Alors, on va faire un petit rappel physiopathologique. Donc, il faut savoir, bien sûr, on a une obstruction d'une artère cérébrale qui irrigue normalement une zone cérébrale bien déterminée. Et donc, ça va donner, bien sûr, en cas d'infarctus cérébral, vous allez avoir une ischémie, bien sûr. Vous avez une ischémie bien systématisée. Et généralement, c'est la zone centrale. C'est ici, donc, qui est vascularisée par cette artère, où la nécrose va s'installer immédiatement. Au bout de 6 heures, vous allez avoir une nécrose. Alors, malheureusement, cette zone de nécrose, donc c'est irréversible, donc on ne peut pas la traiter. Mais par contre, ce qu'on essaie de sauver, c'est la zone périphérique. C'est la zone qui entoure cette zone centrale. C'est ce qu'on appelle la zone de pénombre. Ici, donc, il faut savoir que si on traite rapidement notre patient, si on débouche l'artère qui est bouchée, donc dans les premières heures, bien sûr,
si on fait, c'est-à-dire si on fait une thrombolyse dans les premières heures avant 4h30, on peut sauver presque toute cette partie-là, donc vous pouvez avoir des phénomènes de récupération. C'est-à-dire vous pouvez sauver votre patient, d'accord? Donc généralement, lorsqu'on traite rapidement, c'est pour sauver en fait cette zone, ce qu'on appelle la zone de, voilà, ici c'est la zone en fait de pénombre, où les perturbations tissulaires elles sont réversibles, d'accord? Alors que la zone de nécrose, malheureusement, donc elle est nécrosée, donc c'est irréversible, mais on essaie maintenant de sauver cette partie. Si on fait une thrombolyse rapidement, on peut la sauver carrément tous, donc vous pouvez donc sauver le pronostic vital et fonctionnel de votre patient. Voilà. Donc, la cible thérapeutique, en fait, c'est ça. C'est de sauver et de garder cette zone de pénombre. Voilà. Maintenant, il faut, bien sûr, qu'est-ce que vous allez faire à votre patient? Le patient présente un AVC, coma suite à un AVC ischémique, qu'est-ce que vous allez faire? Très bien. Oui. D'accord. D'accord. Ok. Voilà, comme vous avez dit, donc la mise en condition, comme on avait dit, donc voie d'abord, monitorage bien sûr des fonctions vitales. Il faut évaluer les fonctions vitales, neurologiques, cardiologiques et respiratoires, libérer les voies aériennes supérieures, position latérale de sécurité, centre d'oxygénothérapie, bien sûr, position demi-assise et canule de Guedel parce qu'il y a risque de chute de la langue, sonde urinaire, sonde nasogastrique si vous avez des troubles de déglutition, bien sûr, et les examens complémentaires utiles à l'appréciation du terrain et du retentissement du coma, donc bilan biologique et bilan démostat. Voilà, donc la mise en condition comme toujours. Maintenant, la prise en charge thérapeutique. Donc, quels sont les traitements instaurés chez ce patient qui présente coma suite à un AVC ischémique? Très bien, oui. D'accord. Très bien, oui, effectivement. D'accord. D'accord. Voilà, donc comme vous avez dit, donc l'hospitalisation en unité neurovasculaire, parce que c'est un AVC d'installation aiguë, donc il est aigu, n'est pas donc moins de 6 heures. Repos strict au lit, traitement de revascularisation, donc vous avez une artère qui est bouchée, il faut la déboucher tout simplement, et traitement antithrombotique à la phase aiguë, donc la thrombolyse bien sûr, comme vous avez dit, en éliminant les contre-indications, et bien sûr il faut respecter le délai, comme je vous ai dit, moins de 4h30. Le patient, donc il a présenté ça 1 heure avant, donc la thrombolyse, elle est indiquée, bien sûr. Et en éliminant les contre-indications, on va les voir par la suite, toute situation à risque hémorragique, bien sûr, en s'assurant qu'il s'agit d'un AVC ischémique et non pas d'un AVC hémorragique. D'accord? Parce que c'est contre-indiqué de faire la thrombolyse en cas d'AVC hémorragique. L'aspirine, donc 160 à 300 mg par jour en IV, donc elle a un effet bénéfique sur la mortalité et le handicap, elle réduit les risques de récidive, elle est très importante l'aspirine, donc dans le cadre de l'AVC ischémique. Et si vous avez des contre-indications à l'aspirine, par exemple l'allergie, vous pouvez donc donner le clopidogrel. Bien sûr, il faut prévenir le risque thromboembolique des alités, donc l'HBPM, donc préventif, généralement Novenox 0,4 unités par jour si vous avez un alitement, bien sûr prolongé, bas de contention élevé précoce. Et bien sûr, c'est très important, il faut prévenir les facteurs d'axos. Donc, les facteurs d'axos, vous avez principalement l'hypoxémie, hypercapnie, ou HTA, hypertension artérielle, hyperglycémie, hyponatrémie, hyperthermie. Parce que ça réduit, si vous arrivez à faire la prévention de ces facteurs, il y a le risque de diminution de mortalité à 20%. Alors, si vous avez une hyperglycémie, bien sûr, qui dépasse 1,8, bien sûr, il faut donner l'insulinothérapie. Par contre, si vous avez une hypoglycémie, donc qui est moins de 0,5, sérum glucosé, il est indiqué.
Donc, la température, s'il a une hyperthermie, bien sûr, il faut donner un antipyrétique, paracétamol, découvrir le patient, bien hydrater le patient, bien sûr, une bonne oxygénothérapie, bien sûr, si vous avez une hypoxie ou hypercapnie. Et bien sûr, il faut toujours surveiller l'état de conscience, déficit et les paramètres vitaux, bien sûr, tension artérielle, fréquence cardiaque, respiratoire, saturation et glycémie capillaire. Le nursing aussi, il est très important, mais ce qui est très important, c'est la kinésithérapie précoce. Elle doit être instaurée dès le début. Bien sûr, si le tas du patient le permet, bien sûr. Mais dans ce cas-là, bien sûr, vous avez un patient qui est inconscient. On parle lorsqu'il va reprendre sa conscience, donc la kinésithérapie doit être faite. Bien sûr, pour lutter, ça permet de lutter contre les attitudes vicieuses et rétractions tendineuses. Il faut le mettre au fauteuil, rééducation active et rééducation orthophonique si vous avez une aphasie. Il permet énormément d'améliorer le pronostic fonctionnel chez ce patient. Donc voilà. Et bien sûr, le traitement étiologique. Chez ce patient, c'est évident que c'est l'athérosclérose qui a provoqué l'AVC. Bien sûr, bonne observance, ce traitement antihypertenseur est suivi régulier chez le cardiologue après la sortie. Mais il faut savoir une chose, je ne sais pas est-ce que je l'ai dit ou pas. Non, je ne crois pas. En fait, la tension artérielle, donc il faut la diminuer de façon très progressive. D'accord ? Parce que sinon, vous risquez d'aggraver la zone de pénombre. Alors, l'équilibration du diabète, bien sûr, suivi régulier et bonne observance du traitement, les mesures hygiéno-diététiques, lutter contre les facteurs de risque cardiovasculaire, et bien sûr un traitement anti-agrégant plaquettaire en monothérapie, en prévention secondaire, généralement prescrit après la sortie aspirine 160 à 300 mg par jour, et ou bien clopidogrel, si vous avez de contre-indications bien sûr à l'aspirine, clopidogrel 75 mg par jour. Maintenant, quelles sont les indications et les contre-indications de la thrombolyse? Est-ce qu'on fait toujours la thrombolyse devant un AVC ischémique ou bien vous avez des contre-indications à respecter? Oui. Très bien, oui. D'accord, oui. Très bien. D'accord. Oui. D'accord, oui. D'accord. D'accord. Voilà, donc bien sûr, les indications donc, devant tout infarctus cérébral, un AVC ischémique, l'âge entre 18 et 80 ans, le délai moins de 4h30, je vous l'ai déjà dit, et le NIS, c'est un score calculé par le neurologue, généralement doit être situé entre 4 et 25. En fait, la thrombolyse, bien sûr, c'est un médecin spécialisé en neurovasculaire qui va le faire, bien sûr, et si vous disposez d'un centre spécialisé pour faire la thrombolyse. Généralement, bien sûr, il faut éliminer les contre-indications générales, comme vous avez dit, toute situation qui expose au risque hémorragique, un antécédent d'hémorragie intracrânienne, grossesse postpartum, un infarctus du myocarde qui date de moins de 1 mois, une intervention majeure qui est moins de 15 jours, une hémorragie sévère, ponction artérielle non compréhensible moins d'une semaine, un infarctus cérébral ou AIT moins de 6 mois, antécédent de lésions sévères du système nerveux central, traitement, comme vous avez dit, par des anticoagulants, et bien sûr, lorsque vous avez une thrombopénie. Et bien sûr, il y a des contre-indications spécifiques. Si vous avez un déficit en voie de régression, donc vous arrêtez. Un AVC, comme vous avez dit, donc il est très sévère. Vous avez le score NIS supérieur à 25. Vous avez la crise convulsive à l'installation d'AVC. Ou bien une hypoglycémie, hyperglycémie, ça contre-indique. Antécédent d'AVC plus diabète. Et comme vous avez dit, lorsque vous avez une hypertension artérielle. D'accord? Très bien. Maintenant, on va voir, en fait, je vais vous raconter une histoire. En fait, c'est une vraie histoire, c'est un vrai cas clinique. On va en tirer en sorte une moralité, d'accord? Alors, vous avez un patient de 49 ans. Dans les antécédents, il y a la notion d'une hypercholestérolémie et un alcoolisme chronique.
Alors, en novembre 2000, il y a eu une survenue de plusieurs épisodes de flou visuel, parfois accompagnés de paresthésie du membre supérieur gauche. Le 5 décembre, ce patient consulte son médecin traitant, c'est-à-dire son généraliste, qui note dans son dossier, depuis 2 mois, crise de diminution de la vision latérale à gauche, survenant à la fatigue, selon lui, et depuis quelque temps, accompagné des sensations de pesanteur du bras gauche. À l'examen, donc, les réflexes pupillaires étaient normaux, il n'y avait pas de paralysie oculomotrice, pas de diminution de la force musculaire, pas de troubles sensitifs à la douleur ni au diapason, c'est-à-dire l'examen neurologique, il était normal. L'examen abdominal de même. Par contre, il y a eu, donc, il a noté donc, une hypertension artérielle 14,7 cm de mercure. Nouvelle consultation, selon lui, donc, c'était suite à la fatigue. Donc, nouvelle consultation le 11 décembre, toujours, le patient il se plaint d'une impression de bras gauche engourdi de manière intermittente. Tension artérielle toujours élevée, donc examen neurologique identique, donc il était normal à celui du 5 décembre. Conseil, donc régime, il a mis ce traitement cholesta, donc hypolipémio, donc il n'a pas fait de plaie vasculaire ni scanner cérébral, donc il y a eu, je ne sais pas ce qu'il a été fait ou pas. En tout cas, il n'a pas été mentionné. Le 13 décembre, donc, un fond d'œil est réalisé, considéré comme normal, de même qu'une échographie abdominale. Le 15 décembre, au réveil, le patient il dit s'être littéralement traîné aux toilettes, donc du fait qu'il a présenté une paralysie du membre inférieur gauche, qui a duré environ une demi-heure. Il appelle son médecin traitant tôt le matin, qui lui conseille de venir le voir. Donc, le patient ne se rendra pas à cette consultation. Pourquoi? Parce que selon lui, il doit partir travailler. Donc, il a banalisé les choses et donc il n'est pas allé voir son médecin traitant. Le 17 décembre, après 2 jours, dans la matinée, donc il a eu 2 épisodes déficitaires du membre inférieur gauche régressifs puis vers 15 heures. Il y a eu une hémiplégie totale gauche qui a motivé l'appel du médecin traitant. À ce moment-là, donc, le médecin traitant, donc, il a appelé le SAMU qui a organisé donc, un transport vers le CHU. À l'admission donc, de l'hôpital, donc, le patient il est conscient, mais il est porteur d'une hémiplégie gauche complète qui intéresse aussi bien la face, membre supérieur, membre inférieur gauche. TDM il a été fait, donc il révèle une hypodensité au niveau de la zone capsulaire interne droite. Perfusion d'héparine est mise en route au début de soirée. L'enquête donc, ne révèle pas de cardiopathie emboligène, ni sténose ou thrombose des artères carotides et vertébrales. L'échographie cardiaque elle était en faveur d'une cardiomyocardite ischémique. Et l'enjeu IRM, elle a mis en évidence des lésions au niveau de l'artère sylvienne droite. Le 9 janvier 2001, le patient il était transféré dans un centre de rééducation. Donc, il y a eu, certes, une récupération progressive des déficits, mais toujours le déficit est persisté au niveau de la main gauche. Le patient, donc, il a regagné son domicile après. Donc, en 2002, donc, le traitement, il y avait Plavix, Taor, Topalgic et Deroxate, ainsi qu'une rééducation chez un kinésithérapeute à raison de 5 séances par semaine. Alors, selon vous, le patient, qu'est-ce qu'il présentait dès le début? Donc, il a fait pas mal d'épisodes. Donc, il y a eu un flou visuel, paresthésie du membre supérieur gauche, qui, donc, à chaque fois, donc, c'était en fait, c'était des épisodes qui étaient totalement résolutifs, d'accord? Donc, qu'est-ce qui présentait le patient avant de faire l'AVC ischémique? Oui, très bien. D'accord. Est-ce qu'il y a une autre réponse? Oui. Oui. D'accord. Voilà, effectivement, comme vous avez dit très bien, en fait, c'était un AVC qui survient chez un patient de 49 ans qui a succédé après plusieurs, a été négligé par le médecin généraliste. Donc, il avait été précédé de plusieurs manifestations neurologiques, visuelles, d'accord, indiscutables visuelles qui intéressaient le membre supérieur gauche. Donc, il était systématisé. On ne pouvait même pas dire que c'était fatigue ou bien quoi que ce soit. Donc, qui ont été négligés. Pour lui, c'était juste de la fatigue. Et bien sûr, c'était des signaux d'alarme qu'il fallait prendre donc, en charge, il fallait prendre en sérieux pour les traiter avant que le patient présente un AVC, d'accord? Et donc, au moindre doute, il faut demander un avis neuro en urgence, d'accord? D'autant plus que le patient présentait des facteurs de risque cardiovasculaire. Si le patient il a été mis sous traitement précoce,
donc principalement l'antiagrégant plaquettaire, l'aspirine, il est très très bénéfique dans ces cas-là. Quand je vous ai dit 75 à 100 mg par jour, ça aurait diminué, voire prévenir carrément l'AVC. D'accord, selon une étude dans le British Medical Journal, donc les antiagrégants plaquettaires, ils diminuent de 25% le risque d'infarctus cérébral. Principalement, c'est l'aspirine, elle est très efficace dans ces cas-là. Et comme vous voyez, donc l'indemnisation, malheureusement, elle a été portée jusqu'à 85 000 euros. Parce que selon eux, donc il y a eu un retard de prise en charge pour le patient. Donc le patient, normalement, au moindre doute, il fallait faire un avis neurologique. Quoique, il faut savoir qu'un AIT, c'est un épisode bref et totalement résolutif de dysfonction neurologique, d'accord, dû à une ischémie focale, cérébrale ou rétinienne, sans lésion cérébrale identifiable en imagerie. Vous pouvez faire un TDM et avoir un TDM normal, comme généralement l'IRM peut aider dans le diagnostic. Mais au moindre doute, en tant que médecin généraliste, lorsque vous avez un patient qui présente comme ça des symptômes neurologiques bien systématisés, faites un avis neurologique, d'accord? Au moins demandez un TDM cérébral dans le moindre doute, ou carrément si le patient présente et il a des moyens, demandez l'IRM cérébral, d'accord? Mais il faut s'attendre que généralement l'imagerie elle est normale. Pour au moins commencer un traitement anti-agrégant plaquettaire comme je vous ai dit. Voilà. Donc, AIP, la règle, donc avis neurologique en urgence, il ne faut pas banaliser les choses. Donc, il faut toujours évoquer, comme je vous ai dit, le pire. D'accord? Voilà. Alors, très important. Alors, il faut savoir que l'AVC, donc, c'est la première cause d'handicap moteur acquis chez l'adulte. C'est la deuxième cause de démence après donc, la maladie d'Alzheimer et c'est la troisième cause de décès après les maladies cardiovasculaires et les cancers. Donc, vraiment, en tant que médecin, il faut normalement une sensibilisation à grande échelle. Donc, il faut que la population sache les symptômes symptômes qu'il peut présenter en cas d'AVC pour rapidement, bien sûr, donc rejoindre les urgences. D'accord? Généralement, c'est FAST, donc chez les Américains. Et bien sûr, les Européens, donc aussi, donc ils ont fait leur fiche pour sensibiliser la population, bien sûr. Et même chez nous, donc on a fait donc des affiches, des posters pour sensibiliser la population. Il faut utiliser les médias, les associations pour que les patients comprennent lorsqu'ils présentent ces symptômes-là, donc un déficit neurologique brutal, il faut systématiquement consulter les urgences parce que ça peut être un AVC qui peut engager aussi bien le pronostic vital et le pronostic fonctionnel du patient. Voilà. J'espère que c'est clair. Est-ce que vous avez des questions? D'accord, très bien. Voilà, donc dans un cas clinique, vous avez mademoiselle Karima, âgée de 18 ans, en stage de formation professionnelle, qui est ramenée à 9 h du matin aux urgences inconscientes. Alors, sa maman, elle est très inquiète. À cette heure, au moment de réveiller sa fille, elle la retrouve inerte dans son lit avec, par terre, une boîte de Laroxyl. C'est un antidépresseur tricyclique comprimé à 25 mg et 35, ce sont des benzodiazépines, les gélules à 5 mg, une boîte de chacun. Alors, à l'examen, donc, vous retrouvez une patiente inconsciente, calme, à la stimulation douloureuse, donc elle ouvre les yeux, elle gémit et bouge la main stimulée. Les pupilles sont légèrement rétrécies, mais réactives à la lumière. La pression artérielle, vous avez 10,5 cm de mercure, fréquence cardiaque 75, respiratoire 13, la saturation 94 et la température 37,5. L'auscultation cardiovasculaire est sans anomalie et l'auscultation pulmonaire, par contre, vous retrouvez une diminution du murmure vésiculaire au niveau basothoracique droit. Donc voici donc la synthèse du cas clinique sous forme de tableau. Calculez le score de Glasgow chez cette patiente. Voilà. Donc, à la stimulation douloureuse, elle ouvre les yeux, elle gémit et bouge la main stimulée. D'accord? Et les pupilles sont légèrement rétrécies, mais elles sont réactives à la lumière. Bien sûr, il faut savoir que le score de Glasgow est très important, comme je vous ai dit, pour apprécier la gravité du coma. Parce que vous avez un coma inférieur ou égal à 8, score de Glasgow inférieur ou égal à 8, donc c'est un coma grave. D'accord.
D'accord? Est-ce qu'il y a d'autres réponses? D'accord? Ok. Alors, voilà, donc, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a déjà parlé de ça. Alors, vous avez la réponse verbale, donc gémissement à la stimulation douloureuse. D'accord? Donc, c'est 2. D'accord? Par la suite, donc, la réponse motrice, parce que c'est juste des gémissements, c'est incompréhensible ce qu'il dit. D'accord? Vous avez donc réponse motrice, évitement à la stimulation du membre, donc c'est à 4, et l'ouverture des yeux, donc à la douleur, donc comme on a dit, c'est 2. Lorsqu'on calcule, donc le score il est à 8, donc c'est un coma grave. Inférieur ou égal à 8, c'est d'emblée grave. Alors maintenant, qu'est-ce que présente la patiente? Donc je vous mets donc le tableau. Qu'est-ce qu'elle présente la patiente comme symptôme ou bien comme syndrome? Oui? D'accord. 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 Oui. D'accord. Alors, avant de parler du diagnostic probable, il faut tout d'abord expliquer qu'est-ce qui présente la patiente comme syndrome, comme symptôme. Alors, comme on a dit, donc c'est un coma grave, parce qu'on a calculé le score de Glasgow, il est à 8. Sans signe de localisation, toujours, il faut rechercher est-ce qu'il y a des signes de localisation ou pas. Lorsque vous avez des signes de localisation, vous êtes plus dans une atteinte vasculaire, coma vasculaire, d'accord? Avec des signes d'inhalation bronchique. Parce qu'on a parlé, si vous avez remarqué, l'auscultation pulmonaire, il y avait une diminution du murmure vésiculaire au niveau basothoracique droit. Donc, probablement, ce sont des signes d'inhalation bronchique, d'accord? D'autant plus que la patiente présente un coma grave. Alors, quel est le diagnostic le plus probable? Comme vous avez dit, effectivement, c'est l'intoxication médicamenteuse. Très bien. Voilà, donc c'est un coma par intoxication médicamenteuse parce que vous avez la prise de médicaments. Vous avez vu, donc il y a la notion des boîtes vides, principalement de tranxène, benzodiazépine, et l'aroxy, c'est un antidépresseur tricyclique. Alors, juste une remarque, il faut savoir qu'on parle d'un coma parce qu'on a une absence d'ouverture des yeux et réaction adaptée à la stimulation douloureuse chez un patient ayant par ailleurs une ventilation hémodynamique efficace. C'est-à-dire vous avez éliminé un problème ventilatoire et un problème hémodynamique. Par la suite, on part d'un coma, c'est-à-dire un problème neurologique, d'accord? Voilà. Alors, petit rappel, bien sûr. Alors, l'intoxication médicamenteuse, c'est l'absorption d'un produit chimique ou naturel, ça peut être des herbes, avec ou non une activité pharmacologique à des doses qui dépassent les doses normales de façon soit intentionnelle, accidentelle ou criminelle. Une intoxication médicamenteuse elle est jugée grave lorsqu'elle nécessite une surveillance rapprochée, soit en raison de la quantité importante de la substance ingérée, ou bien les symptômes qui présentent, de type coma, convulsion, détresse respiratoire, ou bien le terrain sous-jacent, c'est-à-dire le patient présente déjà des comorbidités associées. Alors, le problème, c'est lorsque vous avez, c'est quoi? C'est qu'il faut, on sait pas, on n'arrive pas à déterminer le médicament pris, parce qu'il faut savoir que chaque médicament, il a son antidote. Donc, si vous savez le médicament, vous pouvez administrer l'antidote, et donc vous pouvez sauver votre patient. Donc, le problème se pose lorsque vous savez pas qu'est-ce qu'il a pris. Par exemple, chez ce cas-là, donc vous avez, donc la maman, elle vous dit qu'il y avait la notion de boîte vide. Donc, vous vous êtes orienté plus vers ça, pardon. Mais, lorsque vous n'avez pas la notion de médicament pris, à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle les toxidromes, c'est-à-dire des symptômes qui vous orientent vers le médicament pris. C'est-à-dire, alors généralement, lorsque le patient il a pris des benzos, généralement c'est un coma calme, quand chez cette patiente-là, hypotonie, avec une dépression respiratoire modérée. L'antidépresseur tricyclique, généralement, il y a une notion de toxicité cardiaque, coma hypertonique, des convulsions, la midriase, bouche qui est sèche, tachycardie et la rétention d'urine. D'accord, donc symptomatologie, parce qu'elle est anticholinergique. Le sérotoninergique, donc s'il a pris des médicaments, par exemple, donc les antidépresseurs à recapture, recapture de sérotonine. Donc généralement, il se présente par confusion, agitation, myoclonie, sueur, frisson, fièvre, midriase, tension fluctuante, tachycardie, dyspnée, convulsion. Donc voilà, donc généralement, vous avez des signes cliniques qui peuvent vous orienter
vers la prise, donc vers le médicament pris. Par exemple, paracétamol, c'est très bien qu'il est hépatotoxique, et donc généralement, vous allez avoir des symptômes digestifs à type de nausées, vomissements, des douleurs abdominales, un ictère, et donc une insuffisance hépatocellulaire. Généralement, il faut savoir que l'étiologie la plus fréquente des intoxications médicamenteuses, c'est l'intoxication volontaire aux psychotropes, principalement les benzodiazépines, ou souvent associés à des antidépresseurs tricycliques ou bien les inhibiteurs de recapture de sérotonine. Donc, c'est très fréquent. Donc, il faut l'évoquer en premier. Principalement, si vous avez un terrain qui est donc patient psychotique ou bien patient avec dépression sévère, etc., qui prend déjà des médicaments, des psychotropes, donc il faut l'évoquer en premier. Maintenant, quels sont les signes de gravité qui imposent des décisions thérapeutiques immédiates? Toujours après le diagnostic positif, vous recherchez les signes de gravité. Oui. Très bien. Oui. Très bien. Voilà, effectivement, comme vous avez dit, donc, pour rechercher donc, troubles neurologiques, principalement convulsions et signes d'hypertension intracrânienne, d'accord, troubles circulatoires, est-ce qu'il y a des troubles circulatoires, hypotension, tachycardie, etc., et troubles respiratoires. Alors, troubles neurologiques, convulsions, bien sûr, vous faites position latérale de sécurité pour libérer les voies aériennes, pour éviter le syndrome de Mendelssohn qui aggrave la détresse respiratoire aiguë, parce que vous allez avoir inhalation donc du liquide gastrique au niveau pulmonaire, et donc ça va aggraver les choses. Si l'hypertension intracrânienne, principalement, il faut éliminer ce qu'il n'y a pas, parce qu'il y a le risque principal d'engagement, et ça peut engager le pronostic vital et fonctionnel. D'accord? Et bien sûr, troubles respiratoires, comme vous avez dit, donc le syndrome de condensation qui peut aggraver ou bien entraîner un syndrome de détresse respiratoire aiguë. Donc il faut surveiller, bien sûr, avec, comme je vous ai dit, la position latérale de sécurité, carrément des aspirations bronchiques si le patient est encombré, et des troubles circulatoires. Bien sûr, il faut toujours veiller, donc toujours surveiller les constantes, pression artérielle et la fréquence cardiaque. Maintenant, quels sont les examens complémentaires que vous allez demander chez cette patiente-là? Donc, la patiente présente une intoxication, coma suite à l'intoxication médicamenteuse. Qu'est-ce que vous allez demander? Très bien, oui. Oui, très bien. Oui. Très bien. Très bien, oui. Très bien, oui. Effectivement, donc vous avez tout dit, donc immunogramme, bilan rénal hépatique, gaz du sang, radiothorax, le CG est systématique. Systématiquement, il faut faire le CG, bandelette urinaire. Et il faut savoir que le dosage des toxiques dans le sang, les urines et liquide gastrique, par exemple, lorsque vous suspectez donc une intoxication à l'alcool, benzo ou antidépresseur tricyclique, vous pouvez le faire, mais il faut savoir que ce n'est pas nécessaire pour poser le diagnostic, d'accord, dans le cadre de l'urgence. Voilà. Maintenant, quelles sont les premières mesures, bien sûr? Qu'est-ce que vous allez faire à votre patient? Votre patient plutôt. Très bien. Oui. Oui, comme toujours d'ailleurs, qu'est-ce qu'il faut faire? La règle. Très bien, oui.
Très bien, oui. Oui, très bien. Voilà. Oui. Oui, on va parler par la suite du traitement spécifique, effectivement, oui. Voilà. Très bien, effectivement, donc vous avez tout dit, donc hospitalisation, mise en condition, comme on a dit, donc libération des voies aériennes supérieures, donc comme on a parlé, donc, pour éviter le syndrome de Mendelssohn qui va aggraver les choses, poisson latéral de sécurité, canule de Guédet dont on a parlé avant, la règle des 4 sondes, donc sonde gastrique, urinaire, oxygène et veineuse. Bien sûr, il faut mesure de surveillance immédiate, monitorage, bien sûr, pour surveiller les constantes vitales. Si vous avez une défaillance respiratoire, bien sûr, ventilation pour oxygénothérapie et pour limiter le risque de pneumonie d'inhalation chez le patient dans le coma. Alors, il faut savoir que la patiente est présente donc score de Glasgow inférieur ou égal à 8, donc c'est un coma grave, l'intubation elle est systématique, d'accord? Tout patient qui présente un coma grave, l'intubation devient systématique. Défaillance cardio-circulatoire, bien sûr, si vous avez une défaillance, c'est-à-dire chute de pression artérielle, tachycardie, etc., il faut remplir votre patient. Et défaillance neurologique, bien sûr, ventilation mécanique, comme je vous ai dit. Donc déjà, il présente d'emblée score de Glasgow égal à 8. Et sédation, et bien sûr, les anticonvulsivants, comme vous avez dit, si le patient présente des crises convulsives. Voilà. Très bien. Type Valium. Maintenant, voilà. Quel est maintenant le but et l'objectif de votre traitement? Vous allez instaurer un traitement spécifique aux intoxications médicamenteuses. C'est quoi le but en fait? Vous cherchez c'est quoi l'objectif de votre traitement? Oui, d'accord. D'accord. Oui. Oui. Mhm. D'accord. Très bien. Voilà, effectivement. Donc, on a une intoxication médicamenteuse, c'est-à-dire que vous avez les doses pharmacologiques de votre traitement, elles sont supérieures à la normale. Et c'est ça qui a conduit symptomatologie observée. Donc, il faut tout simplement augmenter l'élimination du produit et réduire son absorption digestive, comme vous avez dit. Très bien. Maintenant, quels sont les médicaments que vous allez utiliser pour faire ça? Déjà, vous avez parlé du lavage gastrique dans un délai de moins d'1 heure. C'est très bien. Mais quels sont les autres moyens thérapeutiques que vous connaissez d'ailleurs? Effectivement, excellent. Oui, très bien. D'accord, oui. Très bien, oui. D'accord, effectivement. Donc, tout d'abord, comme je vous ai dit, donc il faut réduire l'absorption digestive du produit. D'accord, c'est le premier objectif. Donc, on a le charbon activé, Toxica. D'accord. Donc, l'indication, mais il faut respecter l'indication, bien sûr. Donc, si vous avez, il faut avoir une substance carbo-absorbable à dose toxique, bien sûr, et le délai moins de 1 heure. Contre-indication, donc si vous avez des troubles de conscience, besoin d'endoscopie, si vous avez la notion d'ingestion de caustique, donc ça contre-indique, un délai qui dépasse 1 heure, ou bien des toxines qui ne sont non carbo-absorbables, d'accord? Fer, lithium, alcool. Et si vous avez une occlusion intestinale, généralement on administre chez l'adulte donc 50 grammes de toxica, d'accord? Voilà. Et bien sûr, vous avez le lavage gastrique, comme vous avez dit. Donc, l'indication principalement, vous avez une substance non carbo-absorbable à dose toxique et le délai moins de 1 heure.
Contre-indication, trouble de conscience, produits caustiques, moussants ou pétroliers, délai qui dépasse 1 heure, une défaillance hémodynamique ou respiratoire. Vous avez la notion de vomissement, varices œsophagienne, ulcère gastrique aigu. Généralement, c'est quoi en fait? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, la mise, c'est en fait, on met une sonde nasogastrique et lavage à l'eau du robinet à quantité de 6 litres, lavage aspiration. Le premier liquide d'aspiration va être envoyé pour analyse toxicologique pour voir de quelle toxine s'agit-il, d'accord? C'est simple en fait. On met une sonde nasogastrique et on fait donc lavage aspiration à l'eau du robinet et voilà. Donc c'est ça le lavage gastrique. Maintenant, et bien sûr, ça c'est pour réduire l'absorption digestive du produit. Maintenant, comment on va faire pour augmenter l'élimination du toxique? Donc une bonne réhydratation est toujours bénéfique. Une épuration extra-rénale, comme vous avez dit, si le produit il est hémodialysable. Ce n'est pas le cas pour les benzos dans ce cas-là parce que le rein il va éliminer que les métabolites inactifs. Donc, on ne va pas le faire. Et pour corriger un désordre métabolique, alors par exemple, si le patient présente une acidose métabolique dans l'intoxication grave aux antidépresseurs, d'accord? Et ce n'est pas le cas. C'est pour cela que l'ionogramme est toujours indiqué. Et bien sûr, administrer l'antidote si vous connaissez donc la toxine utilisée. Par exemple, si vous suspectez, donc vous êtes sûr que le patient a pris le benzodiazépine, vous donnez le flumazémine. Paracétamol, c'est le N-acétylcystéine. Les digitaliques, donc on a l'antidigoxine, d'accord. Les morphiniques, c'est le naloxone. Bêta-bloquant, on administre le glucagon. Les antidépresseurs tricycliques, donc bicarbonate molaire de sodium. Les antivitamines K, bien sûr, la vitamine K. Et l'héparine, on a la protamine, c'est son antidote. Voilà. Bien sûr, par la suite, après stabilisation de votre patient, bien sûr, consultation et suivi psychiatrique. Donc, il doit être donc, vous devez rédiger la lettre de transfert, donc lettre de consultation de psychiatrie. Pourquoi? Parce que c'est une tentative de suicide. Et donc, intoxication volontaire égale évaluation psychiatrique, bien sûr, parce que à ce moment-là, le médecin psychiatrique va évaluer la sévérité de la dépression et les facteurs de risque suicidaire. Il va voir est-ce qu'il y a une indication d'hospitalisation en service de psychiatrie ou pas. Et quel médicament on va administrer, mais il faut retenir ça, bien sûr. Intoxication volontaire égale évaluation psychiatrique pour que la patiente ne fait pas une deuxième tentative de suicide, d'accord? Sinon, vous ne serez pas pardonné si vous ne faites pas ça. Et bien sûr, le message à retenir, bien sûr, intoxication grave, c'est en fonction de la quantité et la nature de substance, les symptômes que le patient présente, convulsions, coma, détresse respiratoire, et le terrain sous-jacent si le patient présente déjà des comorbidités associées, par exemple, cardiopathie. Intoxication grave égale réanimation, bien sûr. Un patient asymptomatique peut être gravement intoxiqué, attention. N'attendez pas que le patient présente des symptômes graves pour dire qu'il est gravement intoxiqué. ECG devant toute intoxication grave, c'est systématique. Coma plus absence de signes de focalisation, il faut toujours évoquer l'origine toxique, d'accord? Et la prise en charge, elle est essentiellement symptomatique, comme vous avez vu, pardon. Intoxication volontaire égale évaluation par un psychiatre, systématiquement. Alors, de façon générale, donc, c'est quoi la conduite à tenir devant un coma non traumatique? Alors, première des choses, bien sûr, il faut libérer les voies aériennes, comme on a dit, enlever les corps étrangers, oxygénothérapie, intubation, l'état hémodynamique, remplissage, drogue vasoactive, bien sûr, Valium Gardena si vous avez des convulsions. Il faut éliminer, comme on a dit, une hypoglycémie, c'est systématique. Faites le dextro, c'est facile. Cherchez une étiologie, donc coma neurologique si vous avez principalement des symptômes, signes de focalisation. Donc, bien sûr, principalement l'AVC, vous pouvez avoir une hémorragie méningée, abcès cérébral. Demandez TDM et PS si vous avez un syndrome méningé associé. Coma endocrino-métabolique principalement sont très fréquents, l'hypoglycémie elle est très fréquente, mais on peut avoir d'autres étiologies, hypernatrémie, des dysnatrémies, des dyskaliémies aussi, des acidoses peuvent entraîner bien sûr des comas métaboliques. Et bien sûr, il faut toujours évoquer coma toxique, principalement si vous n'avez pas des signes de focalisation et principalement chez les sujets jeunes, donc médicamenteux suite à la prise des benzos, neuroleptiques ou bien peut-être donc d'autres, donc les organophosphores. Voilà. En pratique, qu'est-ce qu'on fait? Alors, vous avez un patient qui se présente pour coma. Première des choses, comme je vous ai dit, vous dosez la glycémie capillaire. À ce moment-là, vous éliminez hyperglycémie. Si la glycémie elle est normale, vous faites, bien sûr, vous dosez la température pour éliminer, comme je vous ai dit, une hyperthermie qui peut entraîner le coma. À ce moment-là, bien sûr, vous recherchez ce qu'il y a notion de traumatisme ou pas. Donc, s'il y a une notion de traumatisme, vous êtes là. S'il n'y a pas de traumatisme, il faut évoquer un accident vasculaire cérébral, d'autant plus si le patient présente des facteurs de risque cardiovasculaire. Donc, voici les différentes références que j'ai utilisées et je vous remercie pour votre attention.